Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Leia, Chewbacca, Yoda, Dark Vador. Notre destin est lié au leur. Voici quelques-uns des noms qui ont réussi à sortir d'un film a priori destiné aux ados pour devenir des noms les plus connus de la pop culture mondiale depuis plus de 40 ans. Ils ont été rejoints par Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker, Padmé, Rey, Kylo Ren ou Finn. Ce qui a fait le succès de Star Wars, c'est bien sûr son histoire, son univers riche. Mais ces personnages n'y sont pas pour rien. Alors comment expliquer le succès des personnages? Comment accepter qu'ils soient tous, avec le temps, devenus cultes? D'abord, ils sont devenus cultes parce que l'histoire est culte. Ça, c'est déjà très important de le signaler. Si on s'attache à ces personnages, si on s'y intéresse autant, c'est parce que l'histoire vraiment retient notre attention. Je pense que c'est le premier point. Ensuite, on peut également évoquer le fait que tous ces personnages-là, ils ont été très bien écrits par George Lucas, puisqu'effectivement, George Lucas, c'est davantage un conteur presque qu'un réalisateur. Il a su très bien développer les personnages de Star Wars parce qu'il en a fait des personnages évolutifs. Prenons Luke Skywalker. Dans l'épisode 4, Luke Skywalker, c'est un fermier totalement naïf. Et à la fin de l'épisode 6, c'est le héros de l'Alliance rebelle, celui qui est parvenu par ses actions à contribuer grandement à la victoire finale de l'Alliance rebelle. On peut également prendre Dark Vador. Dark Vador, c'est le personnage le plus évolutif de Star Wars. C'est l'incarnation pure et dure du mal dans l'épisode 4. Dans l'épisode 5, on voit que c'est quelqu'un qui accorde quand même une certaine importance au fait d'avoir un fils et que ça crée chez lui quand même un retour d'humanité. Et puis dans l'épisode 6, c'est celui qui est capable d'abandonner tout égoïsme et tout mal pour finalement se sacrifier et permettre à son fils de survivre et par la même occasion donner la victoire à ses plus grands ennemis que sont les rebelles. Par exemple, dans le groupe qui est constitué autour de Luke Skywalker, ils sont très différents. Entre Luke, qui est le jeune homme assez idéaliste, assez pur, Han Solo, qui est le bad boy au grand cœur, la princesse Leia, qui est quelqu'un qui a une fibre politique très forte, qui est à la fois une femme capable de sentiments pour un homme, comme c'est le cas avec Han Solo, mais qui a également une certaine froideur, une capacité finalement à agir au nom du bien collectif plutôt qu'au nom de son bien personnel. Les droïdes qui ont une dimension assez comique, Chewbacca fait également partie de cet univers-là. Bref, on a un groupe de héros qui est très hétéroclite, qui fait que finalement, si on aime ces personnages-là, c'est parce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, se reconnaître dans l'un d'entre eux. Au tout début, il n'était rien, tout juste Luke connaissait-il son nom de famille, mais pas sa portée. Et puis, Luke Skywalker, Leia Skywalker, Anakin Skywalker sont devenus les personnages emblématiques de la saga, à tel point que le dernier épisode s'intitule mystérieusement « L'ascension de Skywalker ». Cela concerne-t-il Rey ou Kylo? En tout cas, cette famille sur qui reposent les 9 épisodes fascine. Les Skywalker fascinent parce qu'ils sont à l'image de ces grandes familles maudites de l'Antiquité, de la mythologie. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont en dehors de l'humanité parce qu'ils disposent de capacités qui sont absolument extraordinaires. Luke et Anakin ne sont pas de simples Jedi, ce sont des Jedi qui sont exceptionnels si l'on prend l'ensemble des membres de leur caste. Et en même temps, il y a comme une malédiction qui s'attache à cette famille, puisque Anakin, finalement, c'est quelqu'un qui connaît un parcours de souffrance, c'est presque une passion qu'il connaît, puisqu'il perd sa mère, sa femme, il perd ensuite son humanité, aussi bien physiquement que spirituellement. Il pense avoir perdu ses enfants et au moment où il retrouve enfin son fils, il meurt pratiquement dans ses bras. Et puis Luke aussi finalement est confronté à cette malédiction, notamment avec son neveu Ben Solo, puisqu'il décide de le former. Il est convaincu maintenant que le côté obscur ne pourra pas de nouveau ressurgir et il s'aperçoit finalement que le côté obscur apparaît chez ce neveu et on a cette scène très forte de l'épisode 8 où il hésite à le tuer dans son propre sommeil. Il y a une confrontation entre son devoir et ses intérêts personnels qui seraient de laisser en vie son propre neveu. Et on a la même chose avec son père Anakin, puisque Anakin, finalement, ce qu'il fait basculer dans le côté obscur de la Force, ce sont ses sentiments personnels. À la fois, ils sont très
différents de nous, nous ne pourrions pas être des Skywalker, et en même temps, on ne peut s'empêcher de se dire qu'ils sont un peu nous-mêmes. Il ne faut pas oublier, c'est important, que la rédemption de Dark Vador, elle n'est pas liée à la force, elle n'est pas liée ici à une sorte de mysticisme, elle est liée au fait que son fils croit en lui, croit au fait que son père puisse revenir du bon côté, et finalement, ce qui amène ce père à se comporter enfin comme il aurait dû le faire, c'est l'amour de son fils. Et si je vous dis Lando Calrissian, Boba Fett, Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Poe Dameron ou encore Chewbacca ou C-3PO? Même s'ils ne sont pas les héros de l'histoire, chacun de ces personnages a joué un rôle marquant et reste ancré dans les mémoires. Star Wars sait créer de bons personnages secondaires, quelle est la recette? Il y a plusieurs catégories de personnages secondaires dans Star Wars. Il y a la catégorie du guide ou du maître. Le jeune héros, il a besoin d'être guidé dans sa formation. Donc, dans la trilogie originale, c'est Obi-Wan et Yoda qui assurent ce rôle. Dans la prélogie, c'est Obi-Wan qui l'assure et Qui-Gon qui l'assure auprès d'Anakin. Et dans la postlogie, c'est à la fois Luke d'une certaine façon, même s'il y est opposé au départ, et Han Solo qui l'assure auprès de Rey. Donc il y a cette catégorie de personnages secondaires qui sont donc la figure du maître, du guide, qui ont pour fonction d'aider le héros à avancer dans son chemin, dans son parcours héroïque. Il y a une autre catégorie de personnages secondaires, la catégorie des personnages secondaires plutôt comiques. Donc là, on peut citer les droïdes, on peut également citer Chewbacca par exemple. Ces personnages-là, ils ont pour fonction d'éviter que l'action soit toujours à flux tendu, c'est-à-dire qu'ils permettent des pauses, des parenthèses qui vont être de nature comique et qui vont rendre l'action d'autant plus importante quand elle va s'accélérer. La dernière catégorie de personnages secondaires que l'on peut évoquer, ce sont les personnages secondaires méchants, mauvais, qui apparaissent. Par exemple, dans la trilogie originale, on a Boba Fett. Dans la prélogie, on a Dark Maul, le comte Dooku, Jango Fett et le général Grievous également. Ces personnages-là ont surtout pour fonction de représenter des obstacles pour les personnages principaux, des obstacles qu'ils vont devoir surmonter afin d'accomplir leur quête. Donc, ils ont cette fonction de ne pas être absolument l'obstacle définitif, l'obstacle ultime. Ça reste pour le moment dans les 3 films Palpatine, la principale incarnation du mal, mais ils sont des obstacles nécessaires pour que l'intrigue puisse avancer et pour que le héros également progresse. D'ailleurs, les méchants ne sont pas aussi bien écrits que les autres personnages dans Star Wars. Dark Maul n'est qu'un pantin, Snoke s'est fait avoir assez facilement, le comte Dooku aussi. Et si Dark Vador les surclassait tous d'un claquement de doigts? Il y a un paradoxe avec Star Wars, c'est que Star Wars a créé le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, Dark Vador, et que par ailleurs, Star Wars n'ait pas réussi à trouver un véritable successeur à Dark Vador. On le voit bien avec la prélogie notamment. Il y a quand même 3 méchants différents, donc un par film pratiquement. On a Dark Maul, le comte Dooku et le général Grievous, et aucun de ces méchants-là n'a la stature de Dark Vador. Alors comment est-ce qu'on peut le comprendre? On peut estimer qu'un bon méchant dans Star Wars, c'est tout d'abord un méchant assez complexe, puisque Dark Vador, il est complexe justement. Il est certes un représentant, un agent du mal, mais il est également un ancien Jedi, quelqu'un qui est attiré par la lumière et qui reste attiré par la lumière. On voit bien que dès qu'il apprend que son fils finalement est en vie, il change totalement d'attitude. On peut également donner d'autres éléments. On peut considérer que le grand méchant chez Star Wars, c'est celui qui est capable également d'œuvrer presque comme un double de réalisateur, d'être une sorte de metteur en scène de l'intrigue. C'est le cas par exemple dans l'Empire contre-attaque. Dans l'Empire contre-attaque, toutes les actions des personnages principaux sont dépendantes de la volonté de Dark Vador. C'est lui qui fait en sorte effectivement que les rebelles soient obligés de se séparer puisqu'il attaque frontalement la planète Hoth. Ensuite, il va poursuivre Han Solo, Leia, le Faucon Millennium, et c'est lui qui va veiller à prendre contact avec Lando Calrissian pour tendre un piège à nos héros. C'est également lui qui met en scène la révélation de sa paternité vis-à-vis de Luke lorsqu'il fait en sorte effectivement d'être seul avec lui et là aussi de lui tendre un piège. Et Dark Vador agit souvent comme ça. C'est également le cas de Palpatine qui est l'autre grand méchant de Star Wars, qui est tellement important que l'on a besoin d'ailleurs de l'utiliser de nouveau pour clore la saga.
c'est une preuve vraiment de son rôle absolument essentiel. Et Palpatine, il y a une phrase qu'il prononce très souvent dans l'ensemble des films, il emploie souvent le verbe prédire. Je l'avais prédit ou je l'avais prévu. On voit bien ici que donc c'est quelqu'un qui aime être une sorte de double du réalisateur ou du double des scénaristes, c'est-à-dire qu'il écrit son histoire et on en a la démonstration avec la prélogie où finalement tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Mais Star Wars n'a pas créé que des personnages positivement marquants. Les Ewoks ont beaucoup été critiqués, Jar Jar Binks a rendu fou de rage certains fans et même Rose Tico, récemment arrivé, a subi les foudres des fans. Les personnages qui sont détestés comme Jar Jar Binks, Rose Tico ou les Ewoks le sont avant tout parce que les spectateurs ont conscience que ces personnages ont été créés pour des raisons commerciales. Puisque c'était le cas avec les Ewoks, la preuve c'est qu'ensuite il y a eu des téléfilms qui ont été produits et qui étaient destinés à la jeunesse. Donc là, très clairement, même si les Ewoks ont un rôle dans le retour du Jedi, ils ont été pensés aussi pour une question de merchandising. C'est le cas de Jar Jar Binks également. Alors Jar Jar Binks, George Lucas a ensuite essayé de lui donner un intérêt narratif puisqu'il contribue assez largement au triomphe de Palpatine. Il permet son accession au pouvoir et plus particulièrement le fait qu'il obtienne les pleins pouvoirs. Pour Rose Tico, ce qui a beaucoup dérangé, c'est que finalement, on voyait qu'ici, Disney a voulu impérativement séduire le marché chinois, le marché asiatique, sachant que Disney a de grandes difficultés avec la Chine. La Chine est l'un des rares pays au monde qui ne s'intéresse pas ou très peu à Star Wars. C'est d'ailleurs Star Wars 8, malgré la présence de l'actrice Kelly Marie Tran, n'a pas rencontré un grand succès dans l'Empire du Milieu. Donc, ce qui pose problème dans ces cas-là, c'est que le spectateur a le sentiment qu'on fait intervenir dans l'histoire des personnages qui ne sont pas nécessaires à celle-ci, simplement pour des raisons de merchandising. Puisque si on prend le cas de Rose Tico, ce qui a dérangé, c'est que finalement, son personnage et l'arc narratif qui est développé autour de ce personnage-là n'est pratiquement pas utile dans Star Wars 8. Star Wars a toujours été inclusif, femmes, minorités, etc. Une force qui a permis à de nombreuses personnes de s'y reconnaître quand ils n'étaient pas représentés dans le cinéma plus traditionnel. Jusqu'où l'inclusion peut-elle aller dans les prochaines œuvres de la marque ? Une des grandes forces de la saga Star Wars, c'est d'avoir pu assez vite ne pas se limiter à une population qui serait de type européen, une population blanche. C'est d'ouvrir le plus possible l'intrigue, non seulement effectivement à des populations qui viennent d'un peu partout sur la planète, mais également à des femmes, de leur donner de l'importance qui pendant longtemps n'était pas le cas dans le domaine de la science-fiction ou de la fantasy. Et là, George Lucas a été assez novateur de ce point de vue-là et il a toujours veillé effectivement à ce que l'on puisse se reconnaître dans les personnages parce qu'il y a une grande diversité qui est proposée. Disney va encore plus loin et là on peut louer cette attitude de vouloir donner donc la place principale à une femme dans la saga, de continuer à proposer une certaine ouverture puisqu'on a le personnage de Poe Dameron qui est issu du monde latin, on a le personnage de Finn qui est noir, il y a le personnage de Rose Tico qui est asiatique, de type asiatique. Donc on a cette ouverture-là qui est tout à fait importante. Un seul bémol quand même à mettre en avant, c'est qu'il ne faudrait pas que ça devienne simplement du saupoudrage. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ces personnages-là, on raconte autour d'eux une vraie histoire et s'il s'agit simplement de respecter des quotas, on risque quand même de faire perdre de sa valeur à cette ouverture qui est en soi très positive. Voilà, il ne faut pas que ce soit simplement de l'ordre du marketing ou du politiquement correct. Star Wars change un peu son sabre laser d'épaule. Les séries qui arrivent sur Disney+ semblent se reposer beaucoup plus sur des personnages avec The Mandalorian ou Kenobi. Mais si elles connaissent le même sort que le seul film qui repose sur un personnage, Solo, ça risque d'effriter le mythe et la marque. Alors, se reposer sur un personnage, fausse bonne idée ? Obi-Wan, en fait, c'est comme Dark Vador, c'est-à-dire que c'est un personnage qui nous séduit aussi parce qu'il y a une part de mystère le concernant. On ne sait pas véritablement ce qu'il a fait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Vouloir impérativement combler les manques du récit, les zones d'ombre, ça peut faire perdre un petit peu de sa valeur au personnage parce que finalement, on va nous raconter des choses que l'on aurait pu imaginer soi-même. On peut considérer que Star Wars souvent raconte l'histoire d'un personnage, la trilogie originale raconte l'histoire de Luke, la prélogie raconte l'histoire d'Anakin, la postlogie raconte l'histoire de Rey, mais
mais le faire dans le cadre d'une série, en se focalisant sur un personnage et sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, c'est une nouveauté dans Star Wars et on ne peut pas véritablement savoir comment les choses seront reçues. On peut considérer que le problème est moins grand avec The Mandalorian puisque là on ne parle pas d'un personnage qui est important dans les films Star Wars. En revanche, Obi-Wan est l'un des personnages les plus importants de la saga cinématographique Star Wars. Solo, c'est la démonstration même qu'il ne faut pas toujours chercher à combler les manques. Le film en soi n'est pas mauvais, ce n'est pas un échec artistique, simplement ça n'apporte pas grand-chose finalement de connaître le passé de Han Solo. C'est un personnage qui nous fascine dans l'épisode 4 quand il rencontre Luke et Obi-Wan parce qu'on a très peu de connaissances sur son passé, sur ce qu'il a pu faire. Également lorsqu'il évoque le raid de Kessel, le célèbre raid de Kessel, c'est un raid qui a d'autant plus d'importance dans nos esprits de fans qu'on ne sait pas en quoi il consiste ce raid-là. Le représenter à l'écran dans le film Solo A Star Wars Story, c'est certes une scène spectaculaire, mais est-ce qu'elle est aussi spectaculaire que ce que l'on aurait pu se représenter soi-même? Est-ce qu'on a besoin de connaître absolument tous les éléments, tout le quotidien d'un personnage? Sans doute non, si l'on part du principe que ces personnages-là sont mythiques et que le mythe se constitue également à partir du vide, du manque, un manque que l'on essaye de combler personnellement avec sa propre imagination. Il ne nous reste plus qu'à voir quel destin attend les personnages de la postlogie et savoir s'ils deviendront eux aussi cultes. Quel est votre personnage préféré de la saga? Répondez en commentaire, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous. D'ailleurs, on vous propose 2 autres vidéos consacrées à Star Wars, une sur l'histoire et une sur la production. Alors, à très vite pour de nouvelles vidéos consacrées à la pop culture.